On a tous tendance à faire la même chose. La question est de savoir, quand il y a 10 ans, on te disait « Attention, c'est un outil dangereux ». Est-ce que tu étais prêt à entendre? Non. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéressait, c'était l'instant présent. L'instant présent. Vivre l'instant présent. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être à nouveau ici. Alors, le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir, on va le découvrir au fur et à mesure. Le point de départ de la réflexion que je voulais avoir avec vous démarre sur un texte que l'on va lire cette semaine. Cette semaine, la Torah va nous relater l'histoire d'un homme qui va avoir un destin très particulier. Cet individu s'appelle Joseph. Il va avoir un destin très particulier dans l'histoire du peuple d'Israël, puisque il va avoir une confrontation extrêmement violente avec ses frères. Il va se retrouver en exil. Il va vivre des vraies péripéties. Il va se retrouver emprisonné. Il va sortir de prison. Il deviendra vice-roi d'Égypte. Un vrai roman de cap et d'épée. Et Yosef, c'est celui que l'on appelle Yesod, le fondateur, le fondement même du peuple juif. Alors, on va essayer de comprendre à travers son personnage, peut-être quelques leçons que la Torah nous propose de prendre, puisque vous savez très bien que quand la Torah vous relate une histoire, ce n'est pas juste pour vous raconter une histoire, mais pour qu'on puisse en prendre un enseignement par rapport à nous. Le texte nous dit que Yosef, eh bien, est un jeune homme extrêmement beau. Extrêmement beau, et il est là, Ve'unahar, et c'est un adolescent, on aurait dit aujourd'hui, et à un moment, ses frères ont l'impression que leur père le préfère. Une histoire de jalousie. Évidemment, c'est curieux, c'est surprenant, mais ce qui se passe, c'est que Yosef, suite à cette confrontation avec ses frères, va se retrouver en Égypte. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui s'est passé, ce n'est pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'on a ici un jeune homme extrêmement beau qui se retrouve à un moment en Égypte, vendu par ses frères. Alors on va essayer de se représenter un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire, vous êtes une fratrie. Vos grands frères, pour des raisons qui leur appartiennent, qu'on ne développera pas ce soir, qui seraient passionnantes en tant que telles, décident qu'à un moment, il faut vous exclure. Donc c'est déjà un petit peu violent. À l'époque dans laquelle on parle de harcèlement, le fait même déjà d'être viré d'une discussion Facebook ou d'être pointé du doigt est difficile. Là, vous imaginez, ce sont ses frères, ils le prennent, ils le vendent et salut tout le monde. Donc on va se mettre dans notre tête qu'on est dans cette situation. D'accord? On prend le temps, on réfléchit. Essayons d'imaginer déjà la souffrance. La souffrance, surtout qu'il y a ici une forme d'immense injustice. Yosef se retrouve en Égypte. Et il se retrouve vendu chez un homme qui s'appelle Potiphar, qui est un dignitaire. Et là-bas, il commence à travailler. Donc il est seul, en Égypte, jeune homme, rejeté par sa famille. C'est un peu difficile comme histoire. Juste, une de ces choses-là suffirait amplement déjà pour nous tirer vers le bas. On est d'accord? Alors moi, je vous propose d'essayer de mettre vos portables de côté. Ça ne me dérange pas moi, c'est pour vous. Pour voir qu'on est capable à un moment de s'arracher à la dictature. Et donc, il est là-bas. Et puis, il lui arrive une histoire très curieuse. Yosef est là, et la femme de cet homme chez qui il travaille le trouve à son goût. Un jeune homme, 17 ans, beau gosse, seul, sans famille,
jeté par ses frères, travaillant quelque part, dans une Égypte dans laquelle les mœurs sont quand même relativement légères, dans laquelle, au fond, quand vous êtes esclave, vous êtes au service de votre maître et de son épouse. Et en français, dans le texte, elle lui fait des avances. Mais ce n'est pas des avances. C'est plus que du rentre-dedans. Elle lui dit clairement qu'elle aimerait bien le prendre comme amant. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes seul, vous avez 17 ans, vous avez les hormones qui bouillonnent, c'est pas vous qui avez été, c'est pas vous qui êtes parti chez elle, c'est elle qui part chez vous. Quelque part, why not? Why not? Pourquoi pas? Et à la limite, s'il passe à l'acte, tout le monde dira, attendez, qu'est-ce que vous voulez? C'est presque, comme dirait l'autre, à son corps défendant. Je me demande même s'il n'y en a pas certains qui auraient aimé être à la place de Yosef, au fond. Yosef dit, c'est pas possible. Yosef dit, c'est pas possible, je peux pas. Pourquoi? Parce que d'abord, je trahirais. Il y a à la fois mon éthique, et en même temps, tu es marié. Comment pourrais-je par la suite regarder mon patron les yeux dans les yeux? Et elle lâche pas le morceau. Elle lâche pas l'affaire. Et tous les jours, il y a un beau jour, Yosef sent qu'il va craquer. Il est seul, elle est seule. Et là, elle pense qu'enfin, elle va pouvoir passer à l'acte, voire même lui est peut-être un peu consentant. Et à la dernière seconde, il voit l'image de son père qui lui dit « Tu vas passer à l'acte ». Mais quelque part en passant à l'acte, eh bien, la pierre précieuse qui représentera ta tribu sur le pectoral que va porter le grand prêtre au temple de Jérusalem ne sera plus jamais dessus. À travers un moment de jouissance, de plaisir, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va au-delà de ce que tu peux imaginer. Yosef, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Concentrez-vous. Apprenez à vous concentrer. C'est très important dans la vie d'apprendre à se concentrer. Eh bien, qu'est-ce que Yosef fait? Yosef s'enfuit. Il s'enfuit, il quitte, elle lui arrache une partie de ses vêtements, et Yosef part. Le soir même, il est accusé par la femme de son maître d'une tentative de viol. Pour elle, c'est tellement insupportable qu'il se soit refusé à elle, eh bien qu'elle transcende toute l'histoire et Yosef, ni une ni deux, est condamné à la prison. Essayons d'imaginer qu'est-ce qui se passe dans sa tête. La Torah ici est en train de nous renvoyer à une réflexion extrêmement forte sur l'exigence que l'on va avoir vis-à-vis de soi-même au niveau de notre éthique personnelle par rapport à ce que nous propose le monde dans lequel nous nous trouvons. Yosef a toutes les bonnes raisons de dire oui. Il a toutes les bonnes raisons de dire oui. D'abord, même si c'est au niveau des règles qu'on lui a apprises, comment veux-tu que je continue à respecter des règles alors que je suis issu d'un monde dans lequel on m'a rejeté? Comment Dieu a-t-il laissé faire une chose pareille? Au-delà de ça, Yosef est là et ne cherche pas à faire les choses. Et troisièmement, je suis un être humain. Et en tant qu'être humain, eh bien, à un moment, ça va, on a le droit de craquer. Et il va craquer. Mais à ce moment-là, il réalise qu'un instant peut impliquer des choses qui vont bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et Yosef trouve les ressources pour résister. La Torah nous dit, voilà, nous sommes ici face à ce qu'on appelle le yesod, c'est-à-dire le fondement même de ce qui va construire une histoire. Toute l'histoire de Yosef commence à ce moment-là, alors qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il constate? Qu'il part en prison. C'est-à-dire que le résultat n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer. Et c'est là où commence notre histoire à tous. C'est là où commence notre histoire à tous. C'est-à-dire une histoire dans laquelle je vais avoir une exigence éthique par rapport à moi-même, dans un monde qui ne fonctionne pas de cette manière,
Et je ne verrai pas tout de suite le retour sur investissement. Au-delà de ça, au contraire, on me désignera du doigt. Je serai peut-être exclu à l'image de ce prisonnier qui est mis à l'extérieur, celui qui ne fonctionne pas comme les autres, celui qui à un moment n'est pas prêt à se plier à ce que le système lui propose d'être. Et là, véritablement, on se retrouve dans une réelle solitude. Tout l'enjeu de la vie se situe dans la capacité que l'on aura de savoir à un moment être à l'écoute de notre démarche éthique, et ce, quelles qu'en soient les difficultés, sans en attendre de résultats, si ce n'est que d'être fier de soi par rapport au fait que l'on est à la hauteur de ce que l'on est censé être. Vous êtes aujourd'hui dans une génération dans laquelle on vous propose de répondre présent à toutes les sollicitations que le monde vous fait. De manière ultime, on va appeler ça un moment de l'addiction. De l'addiction au jeu, de l'addiction au film, de l'addiction à la pornographie, de l'addiction à la fumée, de l'addiction à l'alcool. On nous dit réponds présent. Et quelque part, tout le monde fonctionne de cette manière, alors pourquoi tu ne fonctionnerais pas de la même manière? Pourquoi je devrais dire non? Pourquoi je devrais refuser de fonctionner de la même manière que les autres fonctionnent, au fond? La question, elle est de taille. Pourquoi je me refuserais de vivre ce que tout le monde considère comme étant normal? Pourquoi je me refuserais de dire que mon corps, je le respecte et je ne l'offre pas d'une quelconque manière, surtout lorsqu'il s'agit d'expériences passagères? Puisque tout le monde fonctionne de cette manière, puisqu'on est en Égypte, puisqu'en plus c'est la société qui me le propose, c'est l'autre qui va vers moi. Pourquoi je devrais dire non? Au nom de quoi? Surtout qu'a priori, je n'en vois pas le bénéfice, je n'en vois pas l'intérêt. Et ici, c'est la question au fond que nous pose Yosef. La question que pose Yosef, qui est ce qu'on appelle le Yesod, c'est de savoir autour de quel principe de vie je vais organiser mon existence. Et qu'est-ce que Yosef voit? Il voit son père. Et son père, il lui dit, bien plus tard, tu vas réaliser que ce que tu n'as pas créé à ce moment-là, voire ce que tu as détruit, aura des conséquences. Mais ce n'est pas maintenant. Il y a toi de savoir si oui ou non, c'est quelque chose qui compte pour toi. Je vais être avec mes gros sabots. Combien de fois j'ai rencontré des jeunes filles qui m'ont dit si c'était à faire, je ne le referais pas. Combien j'aurais aimé faire en telle sorte que celui avec lequel je construis aujourd'hui soit la première personne que j'ai rencontrée dans le monde de l'intime. Combien de garçons m'ont dit au fond, ces multiples expériences ne m'ont rien apporté, si ce n'est une forme de frénésie, mais qui quelque part ne m'a rien construit. Est-ce que ce jeu auquel je me trouve associé est quelque chose qui m'apporte, si ce n'est l'excitation du moment? Le temps que j'ai passé à réfléchir sur le pari que j'allais faire sur tel et tel match, est-ce que je n'aurais pas pu l'utiliser pour construire quelque chose qui va bien au-delà de l'instant présent? Ces films que j'ai vus, qu'est-ce qu'ils ont nourri? Qu'est-ce qu'ils ont construit? Ces addictions que j'ai pu avoir, qu'est-ce qu'ils ont détruit à l'intérieur de moi? C'est pas simple. C'est l'enjeu de notre génération, qui n'est pas banal du tout. Pourquoi? Parce qu'on est très seul dans cette démarche. Plus que cela, lorsqu'on est dans cette démarche, on est exclu du monde, on est mis en prison. On te repousse. Pourquoi? Parce que tu remets en cause le monde dans lequel tu te trouves en décidant de fonctionner autrement tout en faisant partie de cet univers. Lorsque tu te refuses à avoir un modèle de fonctionnement qui est celui que tout le monde a décidé d'avoir, tout en étant dans le même univers qu'eux, tu remets en cause
Parce que tu es comme l'autre, mais tu as décidé de ne pas vivre comme l'autre. Tu as décidé à un moment d'avoir une exigence par rapport à toi-même. Tu as décidé d'imaginer le regard de ton futur enfant à ce moment-là sur toi. Est-ce que j'aurais été fier que mon enfant me voie de cette manière? Non. Alors pourquoi j'y suis? Et les autres vont te dire, mais non, c'est pas grave. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas envie de nous battre contre nous-mêmes. Parce que la notion d'effort, qui est le lieu dans lequel on se construit réellement, n'est pas quelque chose que l'on a envie de mettre en place dans notre vie. Est-ce que j'aimerais présenter le film de ma vie à mes enfants? Non. Mais est-ce que j'ai envie de rajouter dans ces séquences et faire en telle sorte qu'elles soient l'essentiel de mon existence? Sûrement pas. Et ça, c'est un choix. Yosef est en Égypte. Pourquoi Yosef y arrive? Yosef y arrive parce que il se rappelle d'une chose. C'est que l'Égypte dans laquelle il se trouve, en hébreu, se dit Mitzraïm. Mitzraïm, ça vient de la racine Meitzar. Meitzar, c'est quoi? C'est la limite. C'est l'univers dans lequel la vie s'arrête à elle-même, dans lequel ce qui est important, c'est l'instant présent, dans lequel on ne voit pas au-delà de ce que je vais vivre comme expérience tout de suite. Un univers dans lequel on ne voit pas que l'on gâche ce que l'on aurait pu être en décidant de vivre ce qu'on a envie de vivre à l'instant. Or, tout l'enjeu de notre vie, c'est quoi? C'est de savoir ce que l'on peut devenir et décider d'y accéder. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, on a une admiration sans borne pour les sportifs. Pourquoi? Parce que dans notre symbolique, le sportif représente une forme de réussite. On va partir du principe que c'est une réussite. Pour ceux qui définissent la réussite à travers la célébrité et la voir. Ok. Mais le jour où on lui apprend que ce qu'il a pu ingurgiter lorsqu'il était jeune va l'empêcher de pouvoir accéder au plus grand niveau, est-ce que véritablement il regrettera ou non? Le fait à un moment de n'avoir pas pu accéder à quelque chose d'élevé, parce que tout simplement je n'ai pas su avoir une exigence par rapport à moi-même, c'est quand même quelque chose qui peut créer des éventuels regrets. Notre problème à nous, c'est qu'on regarde à l'instant T. On ne va pas au-delà de l'instant présent. On s'arrête sur l'immédiateté. On est dans le monde du carpe diem. Et quelque part, mon discours est quasiment inaudible. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de vous dire « Ok, c'est super, mais qu'est-ce qu'on va faire en sortant? On va se remettre sur nos portables. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer, on va rejouer. On va revoir des choses qui ne nous construisent d'aucune manière. Et on ne va pas se préoccuper de savoir comment est-ce qu'on construit véritablement son futur. Parce que ce n'est pas dans l'air du temps. Parce que ce n'est pas dans l'air du temps. Parce qu'on est en train de nous dire « C'est bon, ça va, c'est pas grave ». Mais j'espère bien. On est en train aujourd'hui de se dire quoi? Que ce qui semblait il y a quelques années quelque chose de toxique ne le sera plus. Ça commence sur le shit et ça ira sur d'autres choses. Alors maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très intéressant. On est en train de dire qu'il y a, par exemple, dans les écrans, une réelle toxicité pour les enfants. Et les parents ne savent plus quoi faire, le gouvernement ne sait plus quoi faire. Parce qu'on se rend compte qu'il y a réellement une toxicité. Ne serait-ce qu'au niveau des problématiques neurologiques. C'est-à-dire qu'on a besoin de découvrir le problème que l'on a créé pour enfin commencer à lutter face à quelque chose sur lequel, à mon avis, le combat est perdu d'avance. Parce que chacun dira, oui, non mais d'accord, mais ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Non mais moi c'est bon, ça va, je gère. Non mais moi je m'arrête quand je veux. Non mais moi ça va. On a tous tendance à faire la même chose. La question est de savoir, quand il y a 10 ans, on te disait, attention, c'est un outil dangereux. Est-ce que tu étais prêt à entendre? Non. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéressait, c'était l'instant présent. L'instant présent. Vivre l'instant présent. Mais en quoi cet instant présent participe de ma construction intérieure, de mon épanouissement, de ma sérénité?
Est-ce que véritablement, après avoir vécu cette expérience, je me sens mieux à l'intérieur de moi-même, plus en phase avec moi? Non. Et vous le savez. Seulement, il y a eu une expérience qui m'a fait vibrer. Et c'est ça qui m'a donné l'impression d'exister. Et quand je m'interroge sur cette toxicité, alors je décide qu'elle n'existe pas. Vous savez comment c'est rigolo? Quand on se marie et qu'on a en tête tellement d'images d'autres femmes, et pas juste de leur visage, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo d'avoir ces images. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles n'apportent rien. Elles ont gâché tellement d'autres choses. Yosef, il est celui qui a toutes les bonnes raisons de ne pas résister. Yosef est celui qui peut trouver tous les prétextes du monde pour dire « ça va, faut pas exagérer ». Yosef a compris que pour construire une histoire, on n'utilise pas des prétextes pour justifier notre faiblesse ou alors l'absence de volonté dans une capacité de se dépasser. Yosef nous apprend une chose, c'est que des prétextes et des bonnes raisons, on en aura toujours. Toujours. Et même si on ne les a pas, on les construit. Vous comprenez? Avec ceci, avec cela, et la vie c'est compliqué, et j'y étais, et de toute façon je ne pouvais pas faire autrement, et il y avait les autres, et puis je ne vois pas où est le problème, etc. etc. Yosef, il n'a pas besoin de les chercher, ils sont là. Et ils sont forts, jetés par ses frères. Jetés. Seul, 17 ans. C'est lui qui se fait agresser. Yosef, il peut plaider non coupable. Il dit, c'est pas grave. Je n'utilise pas et je n'instrumentalise pas les choses pour pouvoir justifier mon absence d'effort et mon absence de dépassement. Et de prendre des risques, de ne plus être aimé des autres. Vous savez, pendant la dernière guerre, en France, les policiers qui sont venus récupérer les membres de ma famille, ils vivaient ça très bien. On ne pouvait pas faire autrement. Il y avait des ordres. Ouais, c'est vrai, il y avait des ordres. Je dois obéir aux ordres. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'aurais bien voulu, mais que voulez-vous? Je ne pouvais pas. Si tu peux. Il faut juste prendre des risques. Il faut juste te dépasser. Il faut juste faire preuve de courage. Et te poser la question, c'est quoi mon éthique personnelle? Ah, pour autant, on va me mettre de côté, c'est pas grave. Parce que de manière ultime, c'est ça que ça veut dire. J'étais dans cette soirée, il s'est passé ça, je me suis levé, je me suis dit, je suis désolé, moi je reste pas ici. Parce que ce n'est pas des modèles de fonctionnement que j'accepte. Parce qu'on est en train de faire boire les autres, et quand on fait boire les autres, on sait où ça va se passer. Alors moi je me lève et je pars. Arrête tes bidons, laisse tomber. Ben, c'est pas grave, je serai dans ma solitude. Non, je suis désolé, je ne partage pas cela. C'est pas simple. Mais là, vous pouvez rentrer chez vous et vous regarder dans la glace. Parce que vous avez été ce que vous devez être. Quand je prends cet exemple, qui était tellement concret pendant la Shoah, comment se fait-il que des personnes qui auraient pu dire on a toqué à la porte mais il n'y avait personne? Parce qu'ils pouvaient le faire, hein. Parce que les policiers qui toquaient aux portes, ils auraient pu dire on n'a trouvé personne. Ou alors on a ouvert la porte, bonjour, vous êtes là? Ah non, c'est pas vous, mais c'est pas grave, on s'est trompé d'étage, salut tout le monde. Là, tu les amènes à la mort. Mais que voulez-vous faire? On n'avait pas le choix. Si, tu avais le choix. Bien sûr que tu avais le choix. Évidemment, la question, elle est de savoir où est présente ton éthique de vie. Et à quel moment tu es prête à l'assumer pleinement. Ça, c'est déjà le premier point. Alors, c'est vrai que je suis un petit peu carré dans ma manière de dire les choses, mais parce que c'est pas un jugement. Parce que si j'avais été à votre place, je ne sais pas ce que j'aurais été. Parce que vous êtes confrontés à des choses qui sont d'une violence inouïe. Parce que vous êtes une génération qui n'a pas beaucoup de chance dans certains domaines. On ne vous laisse même plus le temps de réfléchir.
On vous impose une manière d'être. On vous la propose de manière constante. Être capable de s'arrêter, de prendre de la distance et de se dire « mais est-ce que ce que je suis, c'est ce que j'ai envie d'être ?» C'est pas simple. Si demain c'était mon petit frère qui était en train de faire ce que je suis en train de faire, je lui dirais quoi? Si demain c'était ma petite sœur qui était là en train de se trémousser sur la piste de danse, qu'est-ce que je ferais? Si demain c'était mon petit cousin qui était là en train d'être complètement bloqué sur son truc, en train de mettre 50 € sur un match bidon, et je sais très bien qu'il y a 90% de chances qu'il va le perdre, je lui dirais quoi? Arrête de perdre ton temps. Alors je vais peut-être me dire à moi-même ce que j'aurais dit à d'autres, s'il s'agissait de mes propres enfants, s'il s'agissait de mon frère ou de ma sœur. Mais quelque part, ça vous exclura. Clairement, à l'image de Yosef. Mais Yosef, il sait pourquoi il le fait. Yosef construit une histoire lorsqu'il pense que son histoire, a priori, n'existera plus. Seulement, il y a ce qu'on appelle le regard qu'il a décidé de porter sur lui-même. Ce regard qu'il a décidé de porter sur lui-même. Est-ce que j'étais à la hauteur de ce que je suis censé être? Le reste m'importe peu. C'est ce qu'on appelle une exigence éthique dans tous les domaines, qui va nous amener à faire des efforts, mais qui, quelque part, nous nourrit réellement, fait que l'on se sent bien avec soi-même. Regardez, je suis sûr que chacune et chacun d'entre vous, dans sa vie, a vécu un moment, une expérience, dans laquelle il a agi comme au fond il faut agir. Et quelque part, ça laisse un souvenir de bien-être, parce que j'ai été ce que je devais être. Ce sentiment-là, il reste à l'intérieur de nous. Et c'est celui-là qui est facteur d'équilibre à l'intérieur de notre existence. Ça, c'est le point de départ. Yosef va se retrouver donc en prison. Il va se retrouver dans un lieu dans lequel il ne comprend pas pourquoi je suis là. Pourtant, j'ai essayé d'agir comme il se doit. Yosef dit, ce n'est pas parce que le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes que pour autant je ne continue pas la démarche qui doit être la mienne. En deux mots, je n'attends pas d'être validé par des résultats pour continuer à fonctionner de la manière dont je dois fonctionner. Traduit de manière différente, je ne remets pas les clés de mes choix de vie chez l'autre. Dans la mesure où je considère que ce que je dois faire, c'est ce que j'ai fait, eh bien je continue à être dans cette démarche. C'est la force du peuple juif. Le peuple juif, regardez, on a essayé d'être dans le respect de la Torah. Et pourtant, combien de claques on s'est pris? Est-ce que c'est pour autant qu'on va arrêter l'histoire? Non. Pourquoi? Parce que cette conviction profonde nous habite. Et parce qu'elle nous habite profondément, nous n'attendons pas sans arrêt que l'histoire valide notre démarche pour être dans la continuité de celle-ci. Je vais vous prendre un exemple qui va vous faire sourire peut-être. Lorsque une femme a le bonheur de commencer à porter un enfant, et qu'on lui a dit, tu sais, waouh, c'est génial d'avoir un bébé. Mais elle n'est pas au courant que ça prend 9 mois et tout ce qui va autour. Et parfois, en tout cas pendant le premier ou le deuxième mois, il y a des changements hormonaux dans tous les sens et elle ne se sent peut-être pas au top de sa forme. On m'a dit que ça allait être du bonheur. Actuellement, je me réveille le matin, je me sens un peu nauséeux parfois, etc. Mais j'en veux pas. Pourquoi? Parce que ce que je vis à l'instant T ne correspond pas à ce que j'ai imaginé. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Parce que pour elle, le fait que ça ne se passe pas tout de suite de la manière dont elle le voudrait, n'enlève en rien la certitude qu'elle a qu'à terme, elle va vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est exactement le même principe. La difficulté temporaire que l'on peut vivre à l'intérieur d'une démarche n'enlève en rien la continuité de celle-ci, dès lors que l'on sait vers où on va. Vous le vivez dans le monde des études. Oui, en effet. Te battre au quotidien contre des équations ou d'autres choses n'est pas quelque chose qui va te donner nécessairement des moments de jouissance. Mais seulement tu sais qu'à terme, un beau jour, il va se passer quelque chose.
Sinon, tu vas dans l'immédiateté. Le mieux, c'est la coque. C'est un peu dangereux. Ou alors d'autres types de ventes qui, en surface, ont l'air d'être très bien, mais qui, quelque part, ne construisent pas l'individu dans son honnêteté, qui lui donnent la possibilité de posséder immédiatement, mais quelque part, ne l'ont pas construit en tant qu'individu. Ça, c'est un choix. C'est ce choix-là que Yosef nous propose. Et c'est là où l'histoire, elle se construit. Ce n'est pas simple, de nouveau, comme je vous l'ai dit d'abord, parce que quand vous avez décidé d'avoir cette démarche, alors on est en face de vous et on se marre. On dit, mais laisse tomber, t'as rien compris. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une démarche qui dérange, il y a deux options. Soit vous êtes source d'inspiration, soit on vous met de côté. Pourquoi ? Parce que vous renvoyez l'autre face à lui-même. Vous lui renvoyez l'image de ce qu'il aurait pu être et de ce qu'il a décidé de ne pas devenir. Et ça, c'est bouleversant. Parce que quand vous avez une exigence par rapport à vous-même, quand vous êtes capable de vous arracher à la dimension de l'immédiateté, quand vous êtes capable de comprendre que ce n'est pas parce que momentanément il y a une difficulté qu'à terme il n'y aura pas quelque chose d'extraordinaire qui va se construire. Quand à un moment vous n'avez pas envie d'être prisonnier de quelque chose qui ne vous appartient pas, ce qu'on appelle le monde des addictions. Et que vous êtes capable de le dire de manière claire et de dire « je ne veux pas rentrer dans un système qui au moment m'enlève ma liberté ». Vous êtes en train de dire à l'autre « et toi, pourquoi tu ne le fais pas ?» Et quelque part l'autre c'est bouleversant, parce que tu es comme lui. Si toi tu arrives, pourquoi lui ne le fait pas ? Donc soit il te dit « explique-moi comment tu fais », soit il te dit « arrête, t'as rien compris, kiffe la vie, c'est encore un coup des religieux, tu te fais avoir ». Pourquoi ? Parce qu'en t'excluant de son champ, il se donne la possibilité d'être dans la continuité d'une démarche sans se sentir coupable, sans se sentir mal. Et après on invente des théories dans lesquelles, vous savez, les expériences, c'est super, ça construit. T'as raison, mais qu'est-ce que ça détruit à côté ? T'as raison. Si tu as pris un enseignement de ton expérience, c'est pas mal. Mais est-ce que tu avais besoin de passer par là ? Est-ce que c'est nécessaire ? Parce que les bleus au corps disparaissent rapidement, mais les bleus à l'âme, beaucoup plus difficilement. Or, les traces des expériences que nous avons pu faire, dans lesquelles déjà l'image que nous avions de nous-mêmes n'était plus celle qu'on aurait voulu avoir, au-delà de ce que l'on a pu générer chez d'autres, eh bien, c'est pas simple. Si un garçon s'arrête 2 minutes, je ne parle pas de vous, mais si un garçon s'arrête 2 minutes, essaye de réfléchir au mal qu'il a pu faire à toutes les jeunes filles, à qui il a laissé croire que ce qui l'intéressait, c'était de construire, alors qu'en vérité, ce qu'il voulait, c'était de l'instantanéité. Est-ce qu'il peut encore dormir le soir ? Non. Alors il dit non, mais ça va, mais c'est bon, mais je vois pas où est le problème, et tout le monde fait comme ça, et c'est pas grave. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Seulement, bien sûr, tout le monde dit même pas mal, même pas mal, même pas mal. Mais entre 4 yeux, c'est peut-être plus sûr qu'on dirait la même chose. Seulement, on se construit des systèmes pour se protéger. Yosef est celui qui, justement, nous apprend à penser notre vie de manière différente. À la voir à l'aune de la totalité de l'existence et non pas comme étant une succession de moments. Vous allez réaliser que les batailles que vous avez gagnées contre vous-même, ce sont celles qui vous nourrissent le plus. Ce sont celles qui, lorsque vous en rappelez, vous donnent de la joie. Ce sont celles dont vous aurez envie de parler un jour. Parce que même si elles montrent qu'à un moment vous avez été un peu borderline, mais le fait de dire aux autres « et j'étais capable de », vous nourrira et nourrira les autres. C'est celles qui font de nous quelqu'un qui véritablement a donné du sens à sa vie. Et ça, c'est sans doute l'enjeu de la génération qui est la vôtre. Parce que qu'on le veuille ou pas, je ne suis pas de votre génération, je vis avec vous, mais je suis né il y a quand même quelques années. Et clairement, c'est votre difficulté. Alors, comment est-ce qu'on y arrive ? De quelle manière ? La nature ayant horreur du vide. Le Rambam dit Maïmonide dit que la pensée de ce qu'on appelle Arayot. Alors, Arayot, normalement, c'est les mœurs légères.
Mais Arayot, au-delà des mœurs légères, c'est aussi de tout ce qui est du domaine de l'instantané. Ne se pénètre que quelqu'un dont l'esprit n'est pas agité par la recherche de la chorma, de la connaissance, de la sagesse et de ce qui va le construire. Alors en effet, quand notre esprit n'est pas agité par cette recherche, de quoi on a besoin pour vivre une vie épanouie? Quels sont les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir se sentir bien avec soi-même? Quelles sont les choses que je pourrais apprendre aujourd'hui qui me serviront pour toute mon existence? Quels sont les livres que je peux lire qui vont nourrir mon esprit et m'amener à avoir un autre regard sur la vie? Quand en effet, c'est ce qui nous préoccupe. Quand le matin, on se lève et on se dit « mais c'est génial, j'ai 15 jours de libre maintenant, qu'est-ce que je peux apporter au monde dans lequel je me trouve? Qu'est-ce que je peux donner à l'univers dans lequel j'évolue? Autour de moi, quel est le bien que je peux apporter aux autres ?» Il y a tellement de choses merveilleuses qu'on peut réaliser et qui nous nourrissent et qui nous apportent. Moi, je me rappelle d'une petite demoiselle, elle avait 13-14 ans à l'époque. Elle était extrêmement forte en maths. Et quand arrivaient les vacances, elle se disait « Bon alors, papa, tu connais des enfants qui sont pas bons en maths qu'on pourrait aider ?» Mais c'est un bonheur de réaliser que tu as consacré 2 heures de ta journée à aider d'autres enfants qui sont un peu plus jeunes que toi et leur donner la possibilité peut-être d'aimer les mathématiques parce que c'est pas mal quand on aime ça. Et ta journée, elle est différente. Ça nourrit, ça laisse des traces, mais des traces qui sont source d'épanouissement. Yosef, lorsqu'il est en prison, c'est-à-dire lorsqu'il a été exclu de par la posture qu'il a eue, qu'est-ce que Yosef fait? Il continue à apporter au monde dans lequel il se trouve. Le texte nous dit que même dans cet univers nouveau dans lequel il se trouve, sa préoccupation, c'est de savoir comment je peux apporter au monde dans lequel je me trouve. Parce que, en apportant aux univers dans lesquels vous êtes, vous vous donnez quelque chose d'extraordinaire. C'est la conscience d'avoir un rôle à jouer qui est source d'épanouissement, qui est source de bien-être. Or, il n'y a pas de plus grand bonheur que de réaliser qu'on est à l'origine du bien-être de l'autre, parce que c'est ça la définition de l'amour. Quand vous réaliserez dans vos couples respectifs que vous pouvez être source du bien-être de l'autre, qu'à travers le travail que vous avez fait sur vous-même, l'autre se sent bien avec vous, c'est un moment de pur bonheur. C'est une joie immense de savoir qu'on peut être à la source du bien-être de l'autre. Et ça, c'est maintenant qu'on le construit. C'est lorsque le monde nous propose d'être totalement tourné vers nous-mêmes que nous pouvons décider que ce n'est pas là où nous allons vouloir exister, mais que nous allons vouloir exister dans un autre cadre, dans celui dans lequel je veux être source de bien-être pour les autres. Pourquoi? Parce que quand je me réveille, je me dis, mais c'est génial la vie. J'ai un lit, j'ai une chambre, j'ai une douche, j'ai de l'eau chaude, j'ai des habits, j'ai de quoi manger, j'ai une montre, j'ai un portable, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Pour me sentir bien, j'ai besoin d'autre chose? Non. Donc comme j'ai tout ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que je peux apporter au monde dans lequel je suis? Mais si tu considères que ce que tu as, tu ne l'as pas, parce qu'il te faut autre chose, parce qu'on t'a dit que sans avoir ce que l'autre a, tu ne peux pas être heureux, parce qu'on t'a appris qu'en vérité, ce que l'autre possède, tu dois le posséder aussi, alors en effet, tu vas te tourner vers toi-même. Et cette expérience de ce que tu peux apporter aux univers dans lesquels tu vis, tu ne la vivras jamais. Arrêtez-vous un instant. Imaginez-vous être votre arrière-grand-mère qui est parachutée dans votre chambre. Elle se lève le matin, elle est folle de joie. Elle se lève, elle n'a pas besoin d'aller au puits. Pour se laver, elle appuie sur un bouton, il y a de l'eau chaude, pas besoin de la faire chauffer.
Pour manger, on ouvre quelque chose, on met dedans, on appuie sur un bouton, ça chauffe et ça ressort, c'est tout croustillant. C'est extraordinaire. Elle voit dans une armoire, elle dit quoi? Il y a 5 paires de chaussures? Alors qu'elle était peut-être avec ses bottes ou ses sabots. Quoi, tu peux choisir entre 4 tenues différentes? Mais c'est génial. Et si tu as froid, tu as un truc avec lequel tu sors et tu n'as plus froid. Et quand tu as froid à la maison, tu appuies sur le bouton et juste, il fait chaud. Ou quand il fait chaud, tu appuies sur le bouton, il fait bon. Elle est au Gan Eden. Elle est au Jardin d'Éden. Et tu dis, non, mais non, il manque des choses. Elle te regarde, te dit, il te manque quelque chose. Explique-moi. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Quand on n'est pas heureux avec tout ça, tu te lèves. Tu as tout ce dont tu as besoin. Au-delà même de ce qui t'est nécessaire. Quoi, il faut avoir 7 paires de chaussures, 4 jeans, 3 blousons, 2 montres. Pourquoi? Avec une, tu as l'heure. Ça ne te suffit pas? Moi, ça me suffit. Donc maintenant, j'ai l'esprit libre. Je n'ai pas à me préoccuper de quoi je vais manger, j'ai de quoi manger. Comment je vais me laver? Baruch Hashem, il y a ce qu'il faut. Comment je vais m'habiller? Baruch Hashem, il y a des habits. Donc je dispose d'une journée entière dans laquelle ces préoccupations ne sont pas là. Et c'est là où le machin, il arrive. Et il va te voler les heures avec lesquelles tu aurais pu construire, apprendre, faire. Et te faire courir au Black Friday et autres, pour te permettre de posséder des choses que si tu les avais jamais eues, ce serait rien passé dans ta vie. Parce que moi, quand on me dit c'est le Black Friday ou c'est les soldes, moi j'aimerais bien me dire il faut que j'y aille, mais je ne sais pas pourquoi. Je regarde, je dis j'ai besoin de quoi? Je regarde, costume, chaussures, machin, des trucs, machin. Je me regarde, je dis mais Bémet, c'est pas genre mais je dis je ne sais pas de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Oui, éventuellement des écouteurs parce que les derniers marchent mal. Mais ça, je peux aller chez les petits magasins à côté pour me les acheter. Je ne sais pas ce qui me manque, très sincèrement. Alors c'est quoi cette frénésie d'achat? Elle sert à quoi? Ces heures, cet argent? Parce que tu as besoin de compenser quoi? Qu'est-ce qui te manque? Quelque chose qui donne du sens. Quelque chose qui va ne pas s'arrêter juste au plaisir de recevoir Colissimo. Est-ce que tu as commandé? Et d'être tout content de l'avoir? Et surtout le prendre en photo pour que tout le monde voit que tu l'as, comme ça au moins ça va augmenter ton plaisir, parce que si les autres ne sont pas au courant, comme par hasard, il te manque quelque chose. C'est curieux. C'est pas une condamnation, mais c'est un moment, un point de départ d'une réflexion. Décider de fonctionner autrement, c'est bouleversant. Parce que ça vous ramène à poser un autre regard sur la vie. Mais c'est là où elle commence à fonctionner. Alors, moi ce que j'avais envie de vous proposer, c'est de prendre le temps. Et ce temps-là, vous pouvez le créer en 15 minutes par jour. Posez-vous, prenez une feuille et faites la liste de ce qui est fondamental dans l'existence, de ce que vous pourriez apporter au monde. Faites la liste de vos besoins réels. Et à partir de là, construisez et avancez. C'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps, mais quand on l'a fait, je vous assure, ça vous change la vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui comme réflexion. Et si vous le voulez bien, on va prendre juste quelques minutes pour vos questions. À vous les questions. À vous les questions. Vous avez été clair. Je sais que je suis clair, mais vous avez peut-être des questions? Vas-y. Yosef Assazi, quand il a pris sa décision, on va dire, d'aller contre tout ce qui le poussait
poussé à faute, il savait qu'il était dans le vrai quand il a agi comme ça. Il savait que ce qu'il faisait était juste, même si tout le poussait à transgresser ce qui était interdit. Nous, ça nous arrive par exemple de prendre une décision contre l'opinion générale, mais qui nous dit que la décision qu'on prend est forcément la bonne? Alors, systématiquement, je veux dire. Des fois, on est dans le vrai, on est certain. tu as raison, j'entends ta question, elle est très très bonne, mais il y a des choses sur lesquelles tu sais, c'est-à-dire avant de rentrer dans ces grandes décisions, déjà sur mettre de côté tout ce qui fait partie de la toxicité du monde. Ne serait-ce que ça. Prendre la décision de mettre de côté ce qui est toxique. Ce qui est toxique, c'est ce qui va créer à un moment une addiction. Mais vous assimilez une toxicité avec un loisir ou pas du tout? La question, elle est de savoir, est-ce qu'à un moment, je me sens libre de dire stop? Et à quoi ça sert? Pourquoi je le fais? La question, elle est toujours de s'interroger. Pourquoi j'y vais? Et si tu as une réponse, c'est génial. Mais si tu n'as pas de réponse, une fille qui va faire comme un garçon qui va faire les soldes, je dis, pourquoi tu y vas? Si elle me dit, parce que ça me détend, why not? Maintenant, vous savez, c'est un petit peu comme les réseaux sociaux ou d'autres choses. Moi, je me permets toujours de poser 3 questions. 1, quand tu es parti dessus, qu'est-ce que tu cherchais? 2, si tu sais ce que tu cherchais, est-ce que tu l'as trouvé? 3, et même si tu l'as trouvé, est-ce que tu penses que tu aurais pu le trouver autrement? Juste posez-vous ces 3 questions. Qu'est-ce que je vais chercher? Quand tu vas sur un jeu, d'accord? Les gens, moi l'autre jour, voilà, je prenais le métro à Paris, j'avais un article à terminer, j'avais à peu près une vingtaine de stations, donc avec mon machin, j'ai commencé à écrire mon article, d'accord? Je suis arrivé à la fin, j'avais quasiment terminé l'article que je devais envoyer, et j'avais un bonhomme à côté de moi qui avait aussi son truc. Mais ce qui était très marrant, c'est que lui, il était avec un jeu de cartes. Je me suis dit, on a passé, toi et moi, 25 minutes dans le métro. Moi, j'ai fini d'écrire un article. Toi, tu t'amusais à déplacer des cartes d'un endroit à l'autre. Super. C'est intéressant. Et se dire, mais qu'est-ce que je cherche? Pourquoi j'y vais? Et même si tu penses que ça va créer chez toi un mieux-être, est-ce que tu as imaginé qu'on pouvait le vivre autrement? Est-ce que tu t'es donné cette liberté d'imaginer qu'on pouvait fonctionner autrement? Oui. Vous parlez de construire nos vies et pour ça d'éliminer pas mal de choses, toute la partie addiction, etc. En tout cas d'y réfléchir. Comment? Au moins d'y réfléchir. Concrètement, c'est quoi les actions à faire, à part éliminer des choses? Il faut quand même mettre des... Enfin, je sais pas... Chercher ce qui va te nourrir, chercher ce qui va créer chez toi un sentiment de bien-être. Et il faut prendre le temps de le découvrir. C'est-à-dire, quelles sont les choses qui, quand je les ai faites, m'ont apporté véritablement un plaisir réel que je transporte et qui n'est pas du domaine de l'instantané. Ça peut être aussi, par exemple, décider de faire une étude sur les films des années 50 et de découvrir un petit peu l'évolution du cinéma. C'est plein de choses. L'idée, c'est quelque chose qui va te nourrir, qui va t'apporter et qui va te faire grandir. C'est-à-dire que quand tu as fini de faire un petit jeu comme ça, tu es là, bon, je l'ai fait. Et puis tu vas aller maintenant explorer d'autres domaines. Et là, tu auras appris des choses, tu auras découvert des choses, tu seras émerveillé de certaines choses, tu auras vécu des émotions fortes. Voilà. C'est-à-dire chercher des choses qui vont me procurer un sentiment de « je suis content ». Je suis content. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est joué dans l'instantanéité, mais parce qu'il y a quelque chose qui m'a apporté. Et regardez, je donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, il y a énormément d'applications pour apprendre les langues étrangères. Moi, je connais des garçons et des filles qui parlent maintenant aujourd'hui plusieurs langues. Parce qu'ils ont décidé que chaque fois qu'ils allaient avoir un peu de temps, ils apprendraient un petit peu plus l'espagnol, le truc, le machin. Et tu les vois et ils kiffent la vie. Pourquoi? Parce que quand le gars, il parlait 2 langues et maintenant il en parle 5, il est super heureux. Et en vérité, le temps qu'il a pris, c'était le temps qu'il aurait pu passer à jouer sur un jeu ou à faire d'autres choses qui, quelque part, ne lui auraient rien apporté. Mais il a fait de manière ludique, sympathique, et il a un véritable plus, au-delà de ce que ça pourra lui apporter dans la vie réelle et extrêmement concrète, mais une forme de satisfaction. Cherchez quelque chose qui est du domaine de la satisfaction, mais qui se transporte. Tu vois? Qui se transporte.
Oui. Oui, mais dans ce cas-là, comment on fait pour confondre le domaine du plaisir et le domaine du bonheur? C'est exactement ça, le plaisir. Le plaisir, on a besoin de plaisir. La question que je pose, c'est la toxicité. C'est-à-dire dès le moment où il peut y avoir une toxicité, les traces que ça peut laisser. Quelqu'un qui, par exemple, va fumer du shit, il a un moment de plaisir, mais il y a une toxicité. Manger un éclair au chocolat, en dehors du fait que ça peut me faire prendre 200 grammes, la toxicité n'est pas dramatique. Donc, quelque part, j'ai besoin d'une expérience de plaisir, mais déjà, au moins s'arrêter sur l'absence de... Là, vous allez monter là-haut, il va y avoir de la pizza, des trucs. C'est des expériences de plaisir, il n'y a aucune toxicité. Et elles sont agréables. Mais quelque part, elles sont un instant dans lequel je sais que je n'ai rien détruit à travers le fait que je les ai vécues. Elles font partie des choses dont j'ai besoin et je passe à autre chose. Mais au fond, regardez de quoi vous allez vous rappeler le plus. C'est pas tant du goût de la pizza, c'est de l'ambiance qu'il y avait autour. Des amis avec lesquels on a parlé, des amis avec lesquels on a échangé. C'est ça qui va faire que vous allez dire, il s'est passé quelque chose. Pourquoi? Parce que oui, il y a eu des expériences de plaisir gustatives, mais la partie essentielle, c'est ce qui se joue dans le lien, dans l'échange, dans tout ça. Et c'est sur ça qu'il faut essayer de travailler. Oui? Et justement, par rapport à ce que vous dites là, c'est vrai que, pour reprendre l'exemple que vous avez de celui qui jouait aux cartes, peut-être qu'il sortait d'une journée... C'est possible, tu as raison. C'est pas toxique et ça lui permet de... Je suis complètement d'accord avec toi. Merci de faire la remarque, tu as raison. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un jugement. Tu as raison, la manière dont je l'ai exprimé, c'est vrai que ça aurait pu être entendu. Pourquoi pas? L'idée, c'est de se dire, j'ai besoin, voilà, c'est se dire, voilà, j'ai besoin d'un moment de lâcher prise. Certains vont le faire en écoutant de la musique, d'autres en disant, je vais voir un AV à la télévision, mais qui va me vider la tête. Mais, c'est un choix volontaire dans lequel j'ai décidé quel était l'élément dont j'allais avoir besoin à l'instant T pour pouvoir me libérer et surtout faire en telle sorte qu'il ne soit pas toxique, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas de traces négatives à l'intérieur de moi. Tu vois, c'est-à-dire la personne, elle est là, tu as besoin à un moment de te sentir bien. On peut fumer quelque chose ou marcher. Quand tu marches pendant un quart d'heure à un rythme rapide, eh bien au niveau des endorphines, etc., tu as une pêche incroyable. Au-delà du fait que ça fait du bien à ton corps, le sentiment de mieux-être, tu l'as, sans aucune forme de toxicité. Donc oui, on a le droit de choisir des moments. Donc elle dit, j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie de me vider la tête, j'ai envie d'être juste dans l'instant présent, mais attention, que ça ne soit pas toxique pour moi et encore moins pour les autres. Mais à partir du moment où tu sais pourquoi tu le fais, c'est génial. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que je cherche et est-ce que ça me l'a apporté. Et souvent, la grande problématique, c'est quoi? C'est est-ce que tu es prêt à imaginer qu'on peut trouver le résultat autrement? C'est surtout ça. Les gens disent, oui, mais j'avais besoin de ça. Oui, mais est-ce que peut-être tu as imaginé le trouver autrement? C'est-à-dire en mettant de côté cette toxicité qui, au fond, ne nous apportera rien. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée.